Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Elle est au cœur des préoccupations de nombreux scientifiques, de nombreuses associations de protection de l'environnement et désormais de nombreuses politiques publiques. Nous parlons cette semaine de la biodiversité, des enjeux autour de sa préservation, voire pourquoi pas, de son développement. De grosses actus à ce sujet il y a une dizaine de jours sur notre département et qui concernent deux de nos invités. Bernard Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif O88 et de Vosges Nature Environnement. Et on va revenir avec vous sur cette actu, donc pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, à savoir, non pas la condamnation, mais Nestlé Waters qui va payer des amendes diverses et variées, on y reviendra, par rapport bien sûr à deux affaires les concernant, et concernant la zone d'impluvium autour de Vittel et Contrexéville. On se redit tout ça en détail dans quelques instants. Absolument. Denis Mazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bruyères et vous êtes le vice-président de la Comcom Bruyères-Vallon-des-Vosges, en charge de la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Et pareil, grosse actu la semaine d'avant, c'est Bruyères, le territoire de la Comcom, qui a été labellisé capitale française 2024 de la biodiversité. Il y avait plusieurs catégories, mais vous êtes le haut du panier de toutes les catégories. Vous nous direz comment et pourquoi, bien sûr. Et enfin, Philippe Ognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur des Jardins en terrasse à Plombières-les-Bains. Jardins en terrasse, éducation à l'environnement, chantier d'insertion autour de la biodiversité et d'une agriculture et d'un maraîchage, petit maraîchage raisonné sur les hauteurs de Plombières. C'est exact. On se redit tout ça dans quelques instants également. Merci à tous les trois donc, de votre participation bien sûr à cette émission. La biodiversité, il y aurait pu avoir beaucoup d'autres invités sur ce plateau. Évidemment, elle est dans toutes les têtes aujourd'hui. Elle est dans quasi toutes les politiques publiques, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça cache? Il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup d'actions, beaucoup de programmes, beaucoup d'enjeux. Bernard Schmitt, un petit focus déjà en ce qui vous concerne avec Vosges Nature Environnement et le collectif O88. Il y a 10 jours, donc Nestlé Waters a entériné, ou la justice a entériné avec Nestlé Waters une convention judiciaire d'intérêt public. Il y avait 2 plaintes qui avaient été posées, instruites par le procureur de la République d'Épinal pour fraude par rapport à la qualité de l'eau et puis pour des forages illégaux. Impossible de rentrer dans le détail, ça mérite beaucoup de temps, mais juste un mot, ce n'est pas une condamnation, donc ce n'est pas un procès. C'est une convention judiciaire d'intérêt public. Quelque part, vous y étiez favorable. Pourquoi ? Oui, c'est très ambivalent finalement. C'est vrai qu'il y avait ces 2 affaires, d'une part les forages illégaux, d'autre part la tromperie, pour laquelle nous n'étions pas aujourd'hui partie prenante. Nous n'étions que sur l'affaire des forages illégaux. La tromperie par rapport à l'eau minérale naturelle de façon illégale, qui avait été traitée, il n'aurait pas fallu qu'il y ait le mot donc naturel, donc il y a eu tromperie initiée notamment par l'association UFC Que Choisir. Et Foodwatch, en l'occurrence, pour laquelle on se serait sans doute porté partie civile à l'audience, puisqu'on attendait une action de justice. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Concernant les forages illégaux, on avait porté plainte en 2020. Le procureur d'Épinal avait classé l'affaire. On avait fait appel au procureur général à Nancy, qui lui a demandé de reprendre l'affaire et qui s'est conclu par un procès-verbal de l'Office français de la biodiversité en décembre 2023, qui concluait à des forages illégaux et dressait procès-verbal contre Nestlé. Donc nous attendions depuis décembre que le procureur de la République organise un procès. Procès qu'il n'y a pas eu au final. Voilà. Il y a eu cette... On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire un accord entre la justice et Nestlé Waters pour proposer diverses choses. Je vais le dire très rapidement. Une amende de 2 millions d'euros, des engagements de travaux à hauteur d'1 million d'euros et quelque chose comme 350, près de 500 000 euros d'indemnité à des associations diverses et variées. On y reviendra. Mais ce qui est important de préciser, c'est que quelque part, il n'y a pas eu procès et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça se discute. Ça se discute. Un procès, c'est avec des bons avocats et beaucoup d'argent, c'est 5 à 10 ans. Or, justement, la biodiversité, elle n'a pas le temps d'attendre 5 à 10 ans, le changement climatique non plus. Donc effectivement, d'un certain côté, on était en accord avec l'organisation de cette convention, que moi j'appelle une convention
judicieuse d'intérêt privé. D'accord, hein. Convention judicieuse et non pas judiciaire. Voilà, donc on en a accepté le principe, ce qui va nous permettre d'engranger un certain trésor de guerre, entre guillemets. Pour nous, c'est 100 000 €, et ça va nous permettre de poursuivre nos actions judiciaires, y compris contre Nestlé, parce qu'on a encore quelques affaires, et on en a sous le pied, hein, voire contre l'État, qui quand même s'est comporté de façon permissive, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de la multinationale. Indemnité également, 55 000 € pour France Nature Environnement, 74 000 € pour Lorraine Nature Environnement, quelques 30 000 € pour Oiseaux Nature. Et pour ce qui est des consommateurs, il y a l'UFC Que Choisir France, 180 000 € et l'UFC Que Choisir Vosges, 40 000 €. Donc, Bernard Schmitt, très succinctement, il s'est quand même passé quelque chose. Oui, et le cœur du sujet, justement, dans cette émission basée sur la biodiversité, c'est que Nestlé accepte ce qui en fait reconnaître une certaine forme de culpabilité. Il accepte de financer pour plus d'1 million d'euros des travaux de renaturation de certains ruisseaux, à savoir le vert et le petit vert. Et le petit vert, de travailler sur une renaissance des zones humides, ce qui veut dire qu'il comprend le préjudice environnemental qu'a subi la région de Vittel-Contrexéville à l'occasion des prélèvements. On ne peut pas prélever impunément de l'eau. Aujourd'hui, Nestlé, c'est plus de 2 millions de mètres cubes prélevés dans les nappes souterraines, alors que la population, dans une autre nappe, en consomme, avec les fuites, 1,5 million. Donc, on est sur des consommations d'eau, des prélèvements d'eau considérables de Nestlé. Bien sûr, il y a un changement climatique en cours que nous ne remettons pas en cause, mais on ne peut pas ne pas penser qu'il n'y a pas d'impact environnemental, et Nestlé le reconnaît. Et pour être complet en ce qui concerne le territoire, on précise aussi qu'il y a bien sûr aussi la fromagerie de l'Ermitage, qui est un des gros consommateurs d'eau, à moindre échelle évidemment par rapport à Nestlé, mais c'est aussi un gros consommateur d'eau et pourvoyeur d'emplois, quelques 1000 emplois à la fromagerie. Nestlé Waters, ils seront bientôt 600-700 désormais. Ils sont bien en dessous de 600. Bien en dessous, en dessous de 600. Okay. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu plus loin, et là, pour le coup, vous appelez de vos voeux vraiment, et on terminera là-dessus, à un véritable observatoire et une véritable étude de la quantité d'eau qu'il est éthiquement possible de prélever. Absolument. On demande ça depuis 2018. On peut se demander pourquoi l'État, le BRGM, ne sont pas en situation de nous dire quelles sont les réserves en eau et qu'est-ce qu'on peut prélever. Donc nous, c'est la seule chose qu'on demande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut prélever en eau pour l'embouteillage ? Reste le sujet du plastique, qui est encore un autre sujet. Et alors, on nous a promis, dans cette convention, convention judiciaire, on nous a promis qu'une étude allait être réalisée dans le cadre de l'Observatoire de l'eau. Je vous signale que l'Observatoire de l'eau, le préfet de l'époque nous l'a promis en 2020, on est en 2024, il n'existe pas. Donc, on se pose quand même des grosses questions sur quelle va être réellement la procédure que va devoir gérer l'Observatoire de l'eau, qui n'existe pas. Observatoire de l'eau qui est censé être créé début octobre lors de la prochaine réunion de la commission locale de l'eau. Après bientôt 5 ans. Affaire à suivre. On va revenir sur certains points de cette actu sur la plaine et sur la zone d'impluvium, évidemment, de Vittel et Contrexéville pour Nestlé Waters. Merci beaucoup, Bernard Schmitt. Merci. Denis Mazy, autre grosse actu autour de la biodiversité, donc ce label Capitale française 2024 de la biodiversité. Alors, vous n'êtes pas le seul lauréat. La Comcom de Bruyères-Valent-des-Vosges n'est pas la seule lauréate, mais vous êtes la seule capitale, donc dans le sens où il y a eu plusieurs prix, 6 ou 7 prix, oui, mais voilà. C'est vous, la capitale française de la biodiversité. Pourquoi ce prix ? Comment ce prix ? Déterminé bien sûr par l'Office national de la biodiversité, les agences de l'eau, etc. Nous avons répondu à un appel à candidature, donc on s'est porté candidat. On a présenté, donc on a eu la visite d'un jury en partie national et régional, donc qui est sur nos différents sites d'intervention, donc au niveau de la communauté de communes.
Quelles actions vous leur avez présentées On leur a présenté, donc on a une grosse action sur une rénovation de friches, enfin une transformation d'une friche industrielle en zone expérimentale de biodiversité, donc à Beauménil. Donc on a présenté toute la genèse du projet, puis l'impact qu'il y a eu. Parce qu'il y a pollution du site, il y a une très grosse pollution du site au niveau des sols. Donc, les cours d'eau sont impactés. On voit une passe à poissons qui a été installée tout récemment du côté de Beauménil. Oui. Donc il y a un gros impact aussi sur les zones humides, parce que ça nous permet de recréer de la zone humide sur ce site, et puis de pouvoir conforter l'impact des différentes crues sur le cours d'eau et sur les terrains avoisinants. Donc ça, c'est important. Nous avons aussi réalisé avec les communes. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des communes du territoire ont adhéré à la charte de la trame noire. Donc trame noire, pollution lumineuse, un gros impact sur la biodiversité animale. Insectes, etc. Ce qui veut dire, bien sûr, éteindre les lumières la nuit, mais pas que. Voilà, ça va bien au-delà aujourd'hui. Voilà, il y a quelques années, c'était un petit peu la première grosse opération. Mais... Ça crée encore quelques problèmes dans les zones vraiment urbaines. Ouais. Donc dans les centres urbains, mais bon, on arrive avec de la pédagogie, on arrive à inciter les communes à préserver cette partie-là, donc au niveau globalement, biodiversité. Le responsable politique local que vous êtes, pourquoi cette prise de conscience et pourquoi cet engagement? Parce qu'évidemment, c'est des ressources humaines au sein de vos services de la Comcom que vous dédiez à toutes ces actions. C'est de l'éducation, des partenariats avec le lycée, avec les écoles, etc. Il y a une vraie prise de conscience globale. C'est dès le début, on est dans un territoire très rural, un territoire qui a perdu beaucoup d'industrie, donc avec des réflexions comment préserver l'économie, Nous, on a une économie qui tourne autour du bois, autour des prairies. On voit bien que tous ces territoires sont malmenés. La forêt aujourd'hui, avec le changement climatique, avec l'impact humain, l'impact de la vie humaine dans toutes ses formes, on voit bien que nos territoires, que nos forêts, que nos prairies ont du mal à être préservées, ont du mal à rester saines. Ça passe par quoi, vous, le responsable politique locale, ça passe par quoi? Des incitations à changer les comportements tant des socio-professionnels et que de monsieur et madame tout le monde, bien sûr. Oui, de piloter, nous, aujourd'hui, notre rôle avec nos partenaires. On a quand même beaucoup de partenaires à piloter des actions, à mettre en place des actions en concertation avec tous les acteurs du territoire, privés, professionnels, publics, scolaires, et puis tous nos partenaires institutionnels, chambres d'agriculture notamment, et puis CCI, etc. Votre ressenti, quels sont les freins là, qui vous viennent en tête allez, on tire tous dans le même sens pour éviter de faire peut-être quelques bêtises qu'on faisait précédemment et pour favoriser, dans la moindre de nos actions, pour favoriser et penser à la biodiversité dont on sait les enjeux, on y reviendra. L'économie professionnelle. Je veux dire, aujourd'hui, chacun a sa façon de travailler, a sa façon de vivre, et puis on est dans des contextes très individualistes où chacun voit ce que ça va lui rapporter ou ce que ça va lui apporter comme avantage. Donc dès l'instant où il faut changer les mentalités, il faut changer la philosophie de vie et de travail, le monde du travail, l'industrie, l'industrie du bois.
le bois, je veux dire l'exploitation. Nos forêts sont très malmenées. Nos forêts aujourd'hui, on voit, c'est vraiment le lieu où on voit le plus l'impact du changement climatique. Les exploitants forestiers vont ruer dans les brancards. Non, pas du tout, parce que c'est un travail qu'on doit faire en commun. Puis quelle nouvelle essence de bois, quel type d'exploitation, comment on va pouvoir gérer, parce qu'aujourd'hui on utilise de plus en plus de gros matériel. Comment il faut gérer l'exploitation pour pouvoir accepter le gros matériel, pour pouvoir accepter. Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle de rentabilité. On parle toujours de rentabilité. La rentabilité, c'est pas forcément interdit, mais il faut l'adapter à ce qu'on voit, l'adapter à ce que devient notre environnement, si on veut le préserver. Peut-être une rentabilité moindre, donc. Je sais pas. Je sais pas, je vais pas m'avancer sur ce thème-là, mais je veux dire, il y a moyen de continuer à faire vivre notre population tout en préservant notre environnement. Vous avez parlé des zones humides, vous avez parlé de la forêt sur votre territoire, Bruyères, Vallon des Vosges, il y a aussi énormément de zones humides et de cours d'eau, vous en avez parlé. Oui. Un petit mot sur du côté de Plombières. On est territoire, on est de 2023, enfin depuis 2023, on est reconnu territoire engagé nature. Donc bon, ben c'est vrai. Nous, je veux dire, c'est vraiment le fil conducteur de nos actions communes, les communes des territoires ruraux comme les nôtres, notre communauté de communes, parce qu'on est précurseur au niveau Grand Est sur bien des actions. On a un partenariat étroit avec l'agence de l'eau. Un partenariat étroit, puis on travaille, nous on a comme gros partenaire, enfin une collectivité dans laquelle on fait partie, le PETR du pays d'Audacie, qui est très engagé aussi dans ces thématiques d'adaptation au changement climatique. Denis Mazie, merci beaucoup. Philippe Ognon, je me tourne vers vous, pardon, j'ai traîné un petit peu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment trois regards différents, trois zones, trois secteurs, trois envergures différentes avec vous trois ici. Philippe Ognon, vous êtes sur les jardins en terrasse à Plombières-les-Bains, sur les hauteurs de Plombières-les-Bains. Alors, une aventure qui a commencé déjà il y a 15 ou 20 ans, c'était en 1996. Vous en êtes un des cofondateurs. Initialement, c'était l'opportunité de faire du maraîchage avec des gens en insertion. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes qui sont en CDDI, CDD insertion, et qui travaillent chez vous, donc au jardin en terrasse, sur du maraîchage, de l'animation loisir avec un accrobranche, et puis des activités culturelles diverses et variées autour de l'environnement et de cette biodiversité. C'est exact. Donc c'est un projet qui commence à dater. 96, c'est pas si vieux que ça non plus. Ah, quand même. 28 ans, ça cause. Surtout quand on gère une association comme ça. On commence à être vieux. Donc c'est une structure en fait d'insertion. Au départ, c'était uniquement une action purement sociale. C'est-à-dire que les personnes venaient bénévolement 2 fois 2 heures par semaine pour faire un peu de maraîchage et ramener les légumes à la maison. Le projet a évolué pour arriver aujourd'hui à une structure qui est également sur un développement de territoire, qui est aussi une ressource économique pour un secteur. 20 000 personnes qui passent sur le site par an. 20 000 visiteurs au jardin en terrasse à Plombières. Donc on est effectivement sur plusieurs champs de compétences, un développement nature, écologique, un développement touristique, économique pour le secteur de Plombières, parce que Plombières, vous connaissez un peu ce qui avec se passe. Avec les difficultés évidemment, les incertitudes autour des termes, donc forcément, toute activité existante qui peut se développer peut être rassurante pour l'avenir. Donc donc on est aussi sur le champ culturel, avec ces animations. On a des ateliers d'écologie pratique avec les classes. Donc. Qui viennent de plus en plus loin vous voir, parce qu'évidemment,
Bon, les écoles de plombières, je ne doute pas qu'elles connaissent, elles viennent régulièrement faire des ateliers chez vous, mais voilà, on a compris, il y a aussi des touristes qui viennent. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y avait des opérations du SMD ou du SICOVAD, enfin l'un des deux, par rapport aux déchets, par rapport aux produits ménagers faits maison, etc. Voilà. Petit à petit, vous avez le sentiment que vous rayonnez un peu plus largement que sur plombière ? Oui, je pense que ça a pris de l'ampleur à ce niveau-là, quoi. On a eu également des émissions qui ont permis aussi de faire connaître sur toute la France. On va la citer, c'était Des racines et des ailes de France Télévisions. Avec son petit impact. Donc c'est vrai, ça a des retombées, des gens qui viennent spécialement sur Plombières pour visiter les jardins. Et je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'y venir, parce que c'est vraiment un site merveilleux, quoi. Comment vous ressentez, quel est votre ressenti sur la perception donc, des gens, là, sur peut-être pas les 20 dernières années, on va dire peut-être les 10 dernières années. Est-ce qu'il y a véritablement une prise de conscience sur « je fais attention » comment je cultive mon jardin. De toute façon, maintenant, les produits phyto, vraiment trop dangereux, c'est plus d'actualité. Mais voilà, les circuits courts, la façon de faire le jardin, la façon de limiter ses déchets, etc. Comment vous ressentez les choses ? Je pense que ça a évolué. Ça a permis à des personnes je peux constater ça au niveau de Plombières, hein, des personnes, par exemple, qui vont pailler leur jardin. Alors que ça n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années. On a été un peu précurseurs dans ce domaine. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on voit des personnes qui faisaient leur jardin et qui retournaient la terre, par exemple, à l'automne. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de grulinettes, cet instrument pour pas justement retourner la terre. Pour aérer la terre et non pas la retourner, voilà. Non pas la bêcher à l'ancienne. C'est ça. Et donc oui, enfin, je pense que ça a un impact. Après, voilà. Quels sont les freins, selon vous, encore pour toucher encore plus de monde, que les gens soient encore plus sensibilisés au petit insecte qui est dans la terre, à l'oiseau qui passe au-dessus, et puis de façon globale, évidemment, à toute forme de pollution? Je pense que c'est déjà la connaissance. C'est vrai que quand on parle de biodiversité, par exemple, entre une larve de hanneton et une cétoine, par exemple, il n'y a pas beaucoup de différence, alors qu'une est utile et l'autre est nuisible. Donc je pense que c'est une connaissance de la biodiversité, de comment réagit la terre, en fait, quand on veut la cultiver. Il faut savoir que c'est sur un espace relativement réduit, 2-3 cm, où on retrouve tout ce qui est utile pour la culture, quoi. Donc si on retourne la terre, par exemple, on l'enfouit. Maintenant, la mentalité veut que c'est peut-être plus pratique de retourner la terre que de la travailler comme ça, quoi. Enfin, Bernard Schmitt, j'ai dit en introduction, biodiversité, la préserver certes, mais l'idéal, effectivement, on le sait, ce serait de la maintenir, c'est un minimum, voire de la développer un petit peu. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, évidemment, mais quand on dit biodiversité, c'est par rapport aux ressources naturelles, par rapport à tous les êtres vivants dans le ciel comme dans la terre, comme on vient de le dire. Comment la maintenir, ok, voire comment la développer sur un territoire comme le vôtre, sur Vittel, Contrexéville? Je crois que la biodiversité dans l'ensemble du monde est très en danger. Dans notre pays, la population d'oiseaux a diminué de 40% dans les 30 dernières années. Donc, et d'ailleurs, on parle de 6e extinction de masse des espèces. Mais ce mot est une connerie, excusez-moi. C'est une extermination de masse. Et c'est par nos pratiques, pour l'essentiel par nos pratiques humaines, que nous contribuons à cette extermination de masse. Notre collègue a cité à l'instant le sujet du retournement de la terre. C'est le labourage. C'est une pratique qui est catastrophique, y compris chez les bio, y compris chez les non-bio. Je renvoie Là, on parle de l'agriculture à partir d'un certain volume, d'envergure. Oui, bien sûr. Mais la première pratique, c'est de ne pas retourner, c'est de ne pas bêcher, c'est de ne pas labourer. C'est une pratique toxique, comme ça a été très bien expliqué. Et puis ensuite, c'est l'épandage qui est interdit maintenant chez les particuliers et dans les collectivités publiques de pesticides qui sont des biocides, qui tuent la vie, etc. Et qu'on a
qu'on utilise de façon massive en agriculture dite conventionnelle. Hein. Donc l'intelligence aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est d'intégrer les progrès scientifiques qui ont été faits dans la connaissance de la biodiversité. Le terme biodiversité, il existe depuis 30-40 ans, hein. Pas avant. On parlait de nature avant, ou de choses comme ça, du vivant. Hein. Donc c'est intégrer ça. Et aujourd'hui, sous ce terme biodiversité, on met aussi beaucoup de choses. Pour le grand public, ça peut être parfois un petit peu compliqué de... Par exemple, notre corps, c'est une biodiversité incroyable. Hein. Le microbiote, c'est un vrai sujet. Hein. On a autant de cellules bactériennes de levure que de cellules de notre corps. Hein, on ne s'en rend pas compte. On n'est vivant que parce qu'il y a de la biodiversité en nous. Donc il faut qu'on restaure ça dans la nature, hein, et qu'on mette fin à des pratiques qui des fois étaient ancestrales mais qui étaient mauvaises. Comme dit quelqu'un, intégrer les données scientifiques quand elles sont valides, hein, parce qu'il y a aussi la science qui évolue dont on ne sait pas si elle sera stabilisée, mais c'est aussi renoncer aux pratiques de ses parents. Des remises en question perpétuelles à ce sujet. Messieurs, je suis navré, cette émission est déjà terminée. Denis Mazis, très rapidement, je me permets de préciser, le 14 octobre, vous faites une remise officielle de ce titre de capitale française. Le 24 novembre. J'avais octobre en tête. 24 octobre. Voilà. Remise officielle de ce diplôme, de ce label capitale française de la biodiversité pour la Comcom Bruyères-Vernon-des-Vosges. Voilà. Je tiens aussi rapidement, parce que tout ce travail qui a été réalisé, c'est aussi le fait de l'engagement de nos agents. Les employés de la Comcom, aujourd'hui, ont une telle motivation, un tel engagement déjà dans leur vie privée, mais au sein de la structure, qui a permis aussi de pouvoir candidater à plusieurs dispositifs pour avoir donc déjà, c'est pas le premier label, donc qu'à la communauté de communes. Donc ça, je tiens vraiment à les mettre à l'honneur, parce que ça ne peut pas se faire qu'avec c'est pas les élus qui faisons le travail, ce sont nos agents. Et ça passe par la sensibilisation de tout un chacun tout au long de la journée. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Bernard Schmitt, on suit bien sûr les activités du côté de Nestlé Waters. Vous avez dit il y a d'autres affaires juridiques en cours. Denis Mazis, rendez-vous le 24 octobre sur votre territoire, et les jardins en terrasse, on reprécise 20 000 visiteurs par an. Et la saison se termine, mais il se passe des choses toute l'année. Tout à fait. Belle saison se termine. Allez, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.